Au jardin, les impacts du changement climatique se font de plus en plus sentir. Les étés caniculaires, les épisodes de fortes précipitations affectent fortement l'équilibre naturel de nos coins de verdure. Et nous sommes parfois démunis face à cette nouvelle réalité. Comment réduire nos besoins en eau en période de sécheresse? Comment protéger nos plantes du soleil? Comment lutter contre le ruissellement des eaux de pluie? Il est temps de changer certaines de nos pratiques. Et avec Adalia, on vous propose des solutions à mettre en œuvre, chacune et chacun à son échelle. Nous voici chez Frédéric, qui possède un grand beau jardin dans lequel il met toutes sortes de choses en place pour accueillir la nature, mais aussi pour s'adapter au réchauffement climatique. On va découvrir ça, mais encore faut-il le trouver. Frédéric? Ah, tu es là? Attends, j'arrive. Ça va? Frédéric, en arrivant dans ton terrain, j'étais en extase devant tes haies. Elles sont absolument magnifiques. Quelle est l'importance des haies dans un jardin, dans un terrain? Ici, ce qu'on a voulu vraiment faire en plantant toutes ces haies, c'est de casser un petit peu l'homogénéité du paysage. Et donc on avait juste une grande prairie ouverte et on a voulu recloisonner, créer des petits espaces différents, des conditions différentes de vie pour la nature aussi. La haie, elle joue toutes sortes de rôles dans un jardin. Elle va accueillir la faune, comme tu viens de le dire, mais elle peut aussi protéger du vent, elle va apporter de l'ombre. Et puis on voit ici différentes strates, différents niveaux dans ta haie. Ça aussi, c'est voulu? Exactement, donc ici on a du côté nord un espace plutôt continu avec de l'AUBP qui constitue vraiment la base de la haie. Mais alors côté sud, on a plus de structures avec des espaces un peu plus ouverts. On a des rosiers sauvages, on a du prunelier, on a du troène. Et donc ça fait vraiment un espace très diversifié, notamment pour les insectes. Et alors toutes ces essences ne se concurrencent pas au niveau de leurs racines, puisqu'il y en a qui ont un enracinement plus profond, d'autres plus superficiel. Oui. Donc tout ça va petit à petit favoriser l'infiltration des eaux, C'est ça. sans spécialement porter préjudice à l'ensemble. Oui, on a des essences grandes comme le charme ou le chêne qui vont aller puiser l'eau plus bas, et des essences plus modestes comme les rosiers qui vont rester avec un enracinement vraiment superficiel. Donc effectivement, ça va jouer sur l'infiltration de l'eau. Oui. Donc voilà, un geste assez simple finalement à mettre en place, planter une haie pour rendre vos jardins plus résilients encore une fois par rapport à tous ces changements de climat auxquels on va être de plus en plus confrontés. Avec l'association Adalia, on vous propose de modifier certaines pratiques de jardinage pour rendre nos espaces verts plus résistants au changement climatique. Aujourd'hui, on rencontre Julie, conseillère au sein de l'association, qui nous partage ses astuces pour économiser l'eau au jardin. Bonjour Julie. Bonjour Virginie. Ça va bien? Bien et toi? Oui, écoute, ton jardin est charmant. Alors avec toi, on va parler de deux choses importantes, Julie, pour économiser l'eau au jardin. C'est d'abord de s'intéresser finalement au type de sol qu'on a chez soi et aux plantes qui s'y accommodent le mieux. Tout à fait, oui. Le jardin était assez ornemental avec beaucoup de géotextiles sur les parterres, ce qui laissait très peu place à la spontanéité des plantes. Et donc au niveau de la revégétalisation, à chaque fois que je replante des fleurs indigènes, je fais un travail de nettoyage de géotextiles pour permettre la spontanéité. Et donc l'idée c'est de replanter des plantes adaptées à notre climat, des plantes adaptées au type de sol aussi. On est sur des marais, sur des anciens marais, donc des sols très argileux qui retiennent fort l'eau. Et donc l'idée c'est de planter la bonne plante au bon endroit. C'est ça, comme là par exemple, on voit qu'il y a un petit chantier en cours. Tout à fait, oui. Où tu as mis des espèces de sous-bois comme les fraisiers. Oui, donc on va retrouver en couvre-sol des fraisiers. J'ai replanté des pulmonaires, des fougères, un fusain en arrière-zone qui va pousser un peu plus haut. Et donc c'est des plantes qui sont adaptées à des zones d'ombrage parce qu'on a une haie qui est ici située plein sud qui va amener beaucoup d'ombre sur le parterre. C'est ça. Alors la recette aussi, c'est d'avoir ce sol qui est couvert en permanence, soit par des plantes couvre-sol justement, ou alors par un paillage. On voit que tu as aussi paillé par endroits. Oui. On a mis des copeaux quand on peut, des noix, des coquilles de noix qu'on récupère de notre noyer. Et avec tout ça, on n'arrose quasi plus. Et ça n'empêche pas que le résultat soit esthétique malgré tout. Tout à fait, je vais te montrer un autre parterre. Ah bah je te suis. On est ici sur un parterre qui est beaucoup plus ensoleillé, donc avec une autre diversité florale. On a planté au niveau des couvre-sols des géraniums, des myosotis et des pervenches. Et puis on va retrouver des plantes un peu plus hautes comme l'allium géant. On a de l'hortensia et des pivoines. Et donc l'idée c'est d'amener pas mal de nourriture aussi pour nos pollinisateurs.
tout en gardant une diversité au niveau des couleurs et une floraison tout au long de l'année. C'est très joli en tout cas, ça donne vraiment très bien. En tout cas, toutes ces pratiques sont vraiment très intéressantes. On sait maintenant comment bien aménager nos parterres, Julie. Mais tu avais une autre astuce à nous proposer aussi. Oui, je vais t'expliquer comment récupérer et revaloriser les eaux de pluie. Super, on va voir ça. Je trouvais ça assez aberrant de rejeter toutes nos eaux pluviales, qui sont des eaux claires et qui sont valorisables au jardin, à l'égouttage. Donc on a décidé d'équiper toute notre descente de toiture à 1 mètre cube qui va nous permettre de stocker de l'eau de pluie pour la revaloriser directement au jardin. Bon, et tant qu'on est dans les bons conseils, encore un petit au passage, il vaut mieux arroser très tôt le matin ou très tard le soir. Ça permet à l'eau de s'infiltrer bien dans le sol avant de s'évaporer, hein Julie? Oui, exactement. J'ai un autre dispositif de récupération d'eau de pluie à te montrer. Ah, super, on y va. Toujours dans cette optique de récupération des eaux de pluie, on a décidé de raccorder les eaux, cette fois-ci, de notre nouvel abri de jardin à cette jeune mare qu'on a réalisée il y a tout juste 2 mois. Donc on voit ici le tuyau de descente qui arrive au cœur de la mare pour l'alimenter pendant toutes les périodes de sécheresse en été, lors de gros orages. Ça, c'est très ingénieux. Et ça montre aussi que le choix de l'emplacement de ce genre d'aménagement n'est pas anodin, évidemment. Oui, on avait de la chance ici que l'endroit le plus ensoleillé du jardin, qui est le plus propice à la création d'une mare, se retrouve juste à côté de cet abri de jardin. Et donc on a voulu valoriser ces eaux de pluie en y aménageant ce point d'eau pour ramener l'eau au final au plus proche de là où elle tombe et recréer ainsi le cycle de l'eau. Ouais, c'est magnifique, et cette petite mare là qui en est qu'à ses débuts mais qui promet d'être bien jolie. Oui, après 2 mois on avait déjà les premiers batraciens, on avait des grenouilles rousses, des vertes, des tritons qui se sont déjà visiter ce petit point d'eau. Julie nous a montré tous les gestes qu'elle applique chez elle, dans son contexte, mais l'idée c'est d'appliquer ce principe un peu partout, que vous ayez un petit ou un grand jardin. On peut mettre des tonneaux à pluie, on peut laisser des arrosoirs à gauche et à droite pour qu'ils se remplissent. Bref, l'idée c'est vraiment de s'y mettre, chacun à son échelle. Et à ce propos, on va aller découvrir un autre jardin, en milieu urbain cette fois. Alors Maïté, on a le plaisir de découvrir ton petit jardin de ville qui est absolument charmant. Quand tu es arrivée ici, il n'y avait pas grand-chose, C'était de l'herbe. Oui, de l'herbe, pas d'arbres, 2-3 rosiers, un tuyat. Ouais. Donc la première chose, ça a été finalement de laisser un peu plus de place à la nature dans cet espace. Donc concrètement, qu'est-ce que tu as fait alors? Déjà, petit à petit, j'ai moins tondu, c'est la première chose. Et puis j'ai planté des arbres. Celui-là a été planté il y a 9 ans et il nous apporte enfin l'ombrage qu'on n'avait pas au tout début. On a mis des plantes grimpantes, par exemple sur la terrasse, là aussi, qui est très ensoleillée et c'est agréable, mais du coup on a un peu de fraîcheur. Et j'ai mis des plantes indigènes un peu partout, quelques plantes horticoles. Et voilà, certaines se sont adaptées à certains endroits, d'autres pas. Et petit à petit, elles ont pris la place qu'elles devaient. Et maintenant, je ne dois plus arroser. Ce sont des plantes qui sont bien là où elles sont. Et même quand il fait très chaud, voilà, elles survivent. Donc ça, c'est tout ce que tu as pu mettre en place pour lutter contre la sécheresse. C'est ça, protéger tes fleurs, tes plantes du soleil. Et puis par rapport à un maintien d'humidité aussi dans le sol, le fait de tondre moins souvent. Oui. Ça permet aussi d'avoir un jardin plus frais toute l'année. Oui, déjà, voilà, le gazon souffre moins avec l'herbe plus haute. Et puis ça a permis aussi de créer un peu du mouvement dans le jardin, des petits espaces. J'ai mis des chemins, petit à petit, il y a eu un peu plus de place pour l'imagination. Alors là, au-dessus, dans le fond de ton jardin, tu as créé une magnifique mare. J'aimerais bien aller y jeter un petit coup d'œil. Allons-y. Ah, c'est vraiment très très joli. On voit, il y a un mélange ici de spontané, la nature qui s'approprie les lieux, et en même temps tu as fait quelques plantations aussi. Oui, c'est ça exactement. À la fois des plantations de magasins, mais aussi parfois des amis qui m'ont donné des plantes. C'est ça, toutes des plantes indigènes. Oui, des plantes indigènes. Ça, et alors Maïté, il y a beaucoup d'a priori sur les mares au jardin, tu vois, comme quoi ça apporte des insectes, des moustiques, etc. Quelle est ton expérience par rapport à ça? Le soir, on a des moustiques, mais comme on en avait avant la mare. Et au contraire, vraiment, ce qu'on observait plus, c'est des libellules. Les abeilles du voisin viennent boire à la mare. Les oiseaux aussi. Oui, les oiseaux. Enfin, oui, il y a toute une vie autour de cette mare. Et ce qui est sympa avec une mare naturelle comme celle-là, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'entretien finalement. Oui, tout à fait. Les seules choses que je dois faire, c'est enlever quand même les feuilles. On est proche du bois pour éviter que ça s'enrichisse et se referme. Et alors quand même les lentilles d'eau qui sont venues avec les plantes que j'ai achetées malheureusement et qui sont envahissantes. Mais en dehors de ça, voilà, on a juste à profiter, contempler, observer. Et puis c'est plutôt sympa. Oui.
Ce jardin nous montre que même en ville, même dans un petit terrain, on peut mettre toutes sortes de choses en place pour accueillir davantage la nature, mais aussi pour aider nos jardins à résister aux épisodes de sécheresse, aux canicules ou aux précipitations abondantes. Merci beaucoup pour tous tes bons conseils, ça donne envie de s'y mettre à son tour et de laisser un peu plus de place à toute cette nature magnifique qui nous entoure. Avec plaisir.